moment où la France traverse des événements dramatiques liés à des attentats menés au nom du djihad, plongeant la communauté musulmane dans un profond désarroi face à la menace islamiste, nous avons rencontré deux personnages engagés qui militent en faveur de la tolérance, autant dans la société qu'au sein de la communauté musulmane dont ils sont issus. Latifa et Benziatem et Hassen Chalgoumi, face à l'islamisme, n'arrivent pas à rester silencieux et inactifs. L'une mère de famille et l'autre imam, ils se sont engagés sur le terrain pour la paix. Nous avons partagé leur combat courageux qui les conduit parfois à mettre leur vie en danger. De Toulouse à Drancy et de Sarcelles à Strasbourg, en passant par Clichy-sous-Bois, nous suivons les pas de ces deux militants qui consacrent leur vie à un islam modéré et à la laïcité. Tout commence pour Latifa et Benziatem le 12 mars 2012, jour de l'assassinat de son fils Imad par Mohamed Merah, premier Français s'étant réclamé du djihad et de la tendance islamiste. C'est ce drame qui a convaincu Latifa et Benziatem d'agir auprès de la jeune génération. Et c'est dans les cités, d'où venait Mohamed Merah et d'où partent aujourd'hui beaucoup de djihadistes, qu'elle s'est engagée. Quand dans les banlieues, les communautarismes se renforcent et que plus de 50% des jeunes sont au chômage, il est urgent d'agir. C'est dans cet esprit que Latifa décide d'emmener aujourd'hui à Toulouse, lieu de l'assassinat de son fils, Kili, Nahira, Namori et Anis, 4 jeunes d'un collège de Sarcelles, le collège Jean Lursa. Ils sont accompagnés de leur principal. Alors tu as le bonjour des parents. D'accord. Il y avait le papa de Namori qui était là. Ce voyage est organisé dans le cadre de l'association qu'a créée Latifa le 20 avril 2012, quelques jours après la disparition de son fils. L'association porte son nom, Imad. L'association s'est fixée pour objectif de favoriser le dialogue interreligieux, de prévenir les dérives sectaires et extrémistes, de promouvoir la laïcité et de favoriser les rencontres entre les jeunes et les acteurs de la société civile, comme aujourd'hui, avec ce voyage. Le combat de Latifa l'a conduit un peu partout en France, dans les cités et dans des lieux symboliques de la République, mais aussi à l'étranger, comme au Maroc, aux États-Unis, en Israël ou en Palestine. Elle va partout où on a besoin d'elle, même si cela peut être dangereux. Moi, je n'ai jamais eu peur. Je ne peux pas avoir peur avec tout ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui peut m'arriver le pire? Et le message que je transmets, c'est un message de paix et un message de respect. Les jeunes qui accompagnent Latifa dans ses voyages, comme aujourd'hui à Toulouse, sont profondément touchés par son courage et par son message. Pour moi, c'est comme une deuxième maman. Pourquoi? Parce qu'elle a su combattre, c'est-à-dire elle a su surmonter cette épreuve, car son fils il est mort. Et je sais pas, c'est une maman pour moi, c'est une deuxième maman. Je suis contente de les voir, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus, ça me fait plaisir de les rencontrer et de les ramener avec moi. Alors c'est Christophe Biadois, c'est l'ancien directeur de l'école où il vient les jeunes. Hein. Et moi aussi je les retrouve parce que j'ai changé d'établissement. Voilà. Donc voilà, c'est aussi des retrouvailles pour mes anciens élèves.
Ça vous fait plaisir? Oui. Hein? Ça change, hein? Oui, beaucoup même. Du petit déo. Il n'y a pas beaucoup de place. Ah, bah attendez, je vais vous montrer la Tifa. Regarde, je suis un bébé. Hein. Et il faut qu'on dort, hein, parce que demain on a la journée. Hein. Ah ouais. Demain, on a une journée assez chargée demain. On va aller à une commémoration pour Iman. Après, on va aller dans une caserne Où il était Ahmed. où il était Imad. Et après, on va aller dans... On va rencontrer des militaires. Ouais. Les collègues de Iman. Tous ensemble réunis. Le proviseur s'installe. Le proviseur s'habille. Vas-y, rentre. Mets tes pieds là-dedans. Tu retires pas tes chaussettes, tout ça. Moi, des lingettes, j'en ai plein. Tu vois, tu dois rentrer dedans. Viens voir. Ah oui, je t'aimais bien tout à l'heure. Vrai bébé, hein. Tu peux enlever, hein. Je suis comme ta mère, tu peux le retirer, c'est pas un problème, hein. T'inquiète pas. Ah, bah je sais pas. Entre Latifa et les jeunes, le courant passe. Elle arrive à créer avec cette jeunesse des cités un climat de confiance. Elle est écoutée. C'est des jeunes, ils sont en face de vous, ils savent que vous êtes une mère qui a perdu un fils, que vous êtes en souffrance et qui vient venir vers eux pour les aider, pour les donner l'envie de continuer. Et c'est très important. Et on voit que le message, il passe, parce que vous voyez tout à l'heure, ils vous disent qu'ils nous donnent le courage et l'envie de continuer. Et moi, ça me donne plus de force et plus de courage à continuer ce chemin et ce travail que j'ai fait avec les jeunes. Quand on voit l'assassin de mon fils, il n'avait pas aucun niveau, aucune socio-éducation, aucun cadrement. Et c'est ça qui me pousse à continuer à aider ces jeunes, soit dans l'établissement scolaire, soit dans les cités, soit de les aider de prendre le bon chemin. Et c'est leur avenir, c'est très important. Gare de Toulouse, arrivée du train de Latifa. Elle est accueillie par les militaires qui servaient avec Imad dans la même caserne. Elle en profite pour les présenter à Kili, Naïra, Namori et Anis. Pour Latifa, cette rencontre entre les jeunes et l'armée est importante. L'une des principales raisons du décrochage des jeunes dans les cités est l'absence d'autorité. Chaque parent, il est responsable de son enfant. C'est son devoir de faire son rôle de parent. Et après, l'école, elle a son devoir vers l'enfant. Et ainsi de suite. Malheureusement, aujourd'hui, les parents, certains, moi je ne généralise pas tous, certains parents qui ont baissé les bras, l'école ne peut pas éduquer et apprendre à l'enfant, et l'armée qui était là pour faire le service militaire, il n'y en a plus, parce que c'était quand même important de passer un service militaire. C'est là où on apprend la discipline et le respect, qu'on l'a plus aujourd'hui. Comment vous voulez un enfant, il doit être cadré. S'il n'y a pas les parents, s'il n'y a pas l'école et s'il n'y a pas l'armée, eh bien l'enfant il est foutu. Il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement. Des parents qui me disent, malheureusement quand on arrive l'enfant à 14 ans et à 15 ans, on a du mal à donner des ordres. Et j'ai dit, mais on ne commence pas à 15 ans. Pour éduquer un enfant, on commence tout petit. De dire merci, de dire au revoir, de faire bisous, de faire des câlins. On apprend à ramasser, à ranger. Et quand on donne ça de tout petit, l'enfant il grandit avec cet cadrement. Et on peut donner des beaux fruits. Mais si on ne fait pas au début, ce n'est pas à 15 ans qu'on va donner des ordres à un enfant, c'est normal. L'enfant il ne comprend pas, il va dire « il ne m'a jamais rien dit ». Et c'est cet âge-là qu'il va commencer à me commander ma mère ou mon père. Latifa Benziatem est née au Maroc. Elle est arrivée en France à l'âge de 17 ans. C'est au Maroc, pendant son enfance, que cet attachement à une éducation encadrée et disciplinée s'est forgé. Non, moi, je suis dans une famille très stricte. On avait une mère qui était... elle a toujours travaillé, toujours...
une femme libre. J'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Et j'avais ma grand-mère qui a pris le rôle de ma mère. Et cette grand-mère, elle était pour moi un homme et une femme. Et il avait une autorité, une règle, et que grâce à elle que je suis comme ça aujourd'hui et que je transmets ça à mes enfants. Le régiment où servait Imad, qui accueille aujourd'hui Latifa, est le premier régiment du train parachutiste de Toulouse. Ce régiment achemine par les airs le matériel nécessaire aux opérations militaires que la France mène sur le terrain. Au cours de cette journée, Latifa et les jeunes se rendront sur le lieu de l'assassinat d'Imad. Ils découvriront les vertus de la vie militaire et enfin, ils assisteront à une cérémonie organisée par le régiment pour ces disparus et en particulier Imad. Marcel et Abdel, amis d'Imad, seront nos guides tout au long de cette journée. Donc le fait que les enfants soient là, c'est aussi par rapport à l'association de sa mère, pour ne pas l'oublier, parce que ça a quand même été un assassinat très lâche. Ouais. C'est notre ami, je n'arrive pas à parler de lui au passé parce qu'on parle souvent de lui. Mais au présent. Mais toujours, quoi, il avait une expression, quoi, c'est garde la pêche. Donc garde la pêche. Toujours le sourire, toujours la patate, un gagnant. Voilà. Une tragédie. Oui. Quand ça vous tombe dessus, on n'y croit pas. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bon, les dérives et puis ce que les gens pensent aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la société qui a fait que c'est venu comme ça, mais dans ma jeunesse, il n'y avait pas tout ça, moi, personnellement. Marcel avoue ne plus suivre cette jeunesse désorientée. Christophe Buatois, le principal de Sarcelles, fait le même constat. Aujourd'hui, dans le monde, il se passe des choses dramatiques. Et nous, notre rôle en tant qu'éducateurs, c'est aussi de donner certaines valeurs. Et on a des jeunes de 14-15 ans, donc à peu près l'âge des élèves qui sont là, qui partent en Syrie. Enfin, voilà, il y a des choses quand même compliquées. Et donc notre rôle, c'est de leur montrer ce qu'est les valeurs ce que sont les valeurs de la République, pour que les jeunes prennent conscience que leur place c'est plutôt ici et pas en Syrie ou en Irak. Le constat du principal est inquiétant et les chiffres vont dans le même sens. En juillet 2015, on situe à 1700 le nombre de jeunes Français partis en Syrie pour se battre au nom du djihad. Et les Français représentent plus de la moitié des djihadistes européens. Face à ces chiffres et à ce problème grandissant, l'imam Chalgoumi, comme Latifa, se mobilise. L'imam Hassan Chalgoumi est l'un des imams en France le plus actif pour dénoncer et prévenir les dérives extrémistes musulmanes. Pour cela, il n'hésite pas à les dénoncer dans les médias et il organise de très nombreuses réunions de sensibilisation réunissant les jeunes et les parents. Et aujourd'hui, c'est dans sa mosquée de Drancy que cela se passe. Ça, c'est l'un des réunions qu'on parle par rapport à... Il y a des parents ou des jeunes, surtout sur le phénomène de la dernière, malheureusement, entre parenthèses, mode, les départs de ces jeunes qui partent à l'étranger, malheureusement, qui touchent énormément les parents, ils touchent énormément les jeunes. Et c'est un moment aussi, il y a des Dranciens, la majorité ce sont de 9-3, de 93, et qui sont là pour puissent un échange, aussi réaliser des choses dans les quartiers, dans les projets. Pour construire sa philosophie religieuse, l'imam Chalgoumi a quitté sa Tunisie natale dès l'âge de 18 ans pour parcourir le monde. Il est allé en Turquie, au Pakistan, en Inde et en Syrie. Et c'est en Inde, au contact de la mémoire de Gandhi, que son désir d'un islam de paix est né. Après mon année de bac, je voyageais. Normalement, quelqu'un à 18 ans, à cette période, plus familial resté, non. J'aime bien voyager. J'ai voyagé dans des pays où actuellement il y a des guerres. Aussi, en même temps,
Je suis concerné. Je suis un papa, j'ai 5 enfants. J'ai peur. Quel avenir qu'on peut le laisser? Quel monde? Et cet engagement, c'est ça qui m'a donné la force pour bâtir, avoir un monde meilleur pour mes enfants, pour aussi l'avenir de la communauté. L'imam Chalgoumi a commencé son combat en France pour promouvoir le dialogue interreligieux avec des gestes symboliques et forts destinés à créer des liens entre les religions. Il célèbre en particulier, dans sa mosquée chaque année, le jour anniversaire de la Shoah. Cela lui a valu de nombreuses menaces et plusieurs agressions. Si ma foi et ma religion, elles me poussent de respecter l'autre, de l'aimer, de donner ses droits, d'avoir sa divergence, de le voir comme un frère, frère dans l'humanité, frère dans la famille monothéiste, frère dans la patrie, frère dans n'importe quelle idée, mais le plus important, il est là pour moi. Mais malheureusement, si ma foi et ma religion, elles me montrent que l'autre c'est un ennemi, et l'autre c'est, pardonnez-moi, c'est un diable, là c'est plus la foi. On ne peut pas avoir la foi et la main sans sale, avec le sang. On ne peut pas avoir la foi et la langue, elle fait sortir que la haine. Ce n'est pas la foi, pardonnez-moi. La foi, c'est la paix. C'est le respect de l'autre. Et c'est ça la chose cruciale par rapport à moi, par rapport à la religion. C'est au nom de cette interprétation belliqueuse de la religion que le djihad progresse en France, comme l'explique l'un de ses spécialistes, Wassim Nasr. Le djihad aujourd'hui, auquel en tout cas on est confronté, c'est le djihad militaire. Donc prendre les armes pour combattre, pour défendre la Oumma, les musulmans, quand une partie de ces musulmans est attaquée. N'importe le lieu, il est du devoir du musulman d'aller soutenir les autres musulmans. Donc après, il y a d'autres interprétations ou définitions, comme quoi il y a le djihad qui est le djihad entre soi, le djihad pour être mieux et tout. Mais bon, c'est clair et net, dans l'islam, le djihad militaire, le combat existe. C'est une réalité. Les premières victimes du terrorisme, il faut savoir que c'est les musulmans. 80%. Oui, voilà. 90% des victimes du terrorisme sont musulmans. Et à côté, après, ils peuvent souffrir d'amalgame par les personnes qui elles-mêmes ont pu être victimes. C'est des gens qui n'ont plus le bagage nécessaire pour résister à cette simplification. Au cours de ces réunions, systématiquement, l'imam Chalgoumi tente de convaincre les jeunes de ne pas succomber au mirage du djihad. Un jeune de 16 ans, cher ami, t'as quel âge? 14 ans, 15 ans, 14 ans, 15 ans. T'imagines 15 ans, qu'est-ce qu'il va faire en Syrie? Dans les bombardements de Halab, des missiles qui descendent. 15 ans, tu t'imagines dans une guerre? 15 ans, tu t'imagines, tu as un couteau, tu es en train d'arracher des têtes des gens. Et ça, et en plus, Allahu Akbar, il crie Allahu Akbar. Et normalement, quand nous on dit Allahu Akbar, Dieu est grand. Ça veut dire Dieu est grand, il n'y a rien à voir à l'assassinat. Maintenant, un non-musulman, quand il entend Allahu Akbar, il croit que ça y est, c'est foutu. Ils vont sauter quelque part, ils vont assassiner quelqu'un. Malgré Allahu Akbar, c'était pour la prière, pour une joie positive. Il n'y a rien à voir à la haine. Hassan Chalgoumi veut continuer de témoigner pour sauver des jeunes du djihad, malgré les menaces qu'il reçoit régulièrement. Accepté dans sa mosquée de Drancy, il veut porter une parole pas forcément consensuelle, un peu partout, sans langue de bois, pour que les jeunes ne partent plus et ne se radicalisent plus. Je n'ai pas la langue de bois. Je lui dis qu'est-ce que je pense. C'est maintenant, je pense que cette jeunesse, ce blocage, il faut donner de valeur. Il faut le valoriser, il faut lui donner des positifs. Il faut aussi de le dire, c'est votre pays. Ils sont prêts à mourir pour la France. Ce n'est pas le contraire qui part au Mali pour être avec les ennemis contre la France. Et ça, ils sont actuellement à Daesh contre la France. Ils sont prêts à préparer des attentats contre la France. Et aussi la difficulté avec la communauté juive qu'on a vu dernièrement. Pourquoi on apporte le conflit de cette manière? Il y a des partis politiques qui nourrissent la jeunesse à des fins électorales. Pourquoi? Parce que soi-disant, ils soutiennent tel pays, pardonnez-moi. Nos jeunes ne sont pas des chers, ne sont pas des boucs émissaires à des fins politiques. C'est ça qui débloque malheureusement. On voit. C'est qui est en train de se battre entre eux? C'est qui? C'est nous, c'est nos enfants. C'est qui donne les armes? C'est qui donne Changement les armes? au sein de la communauté musulmane. Au sein, avoir le courage de sortir et dénoncer. Parler et s'exprimer. Cette belle majorité musulmane qui sont silencieuses. Et il faut qu'ils expriment leur foi, leur bien, leur mieux vivre ensemble.
leur attendre. Je pense que ça, c'est très très important. La France représente la majorité des jeunes djihadistes européens sur le terrain. Pour tenter d'expliquer un tel chiffre, Hassen Chalgoumi invite dans ses réunions des éducateurs qui, sur le terrain, voient la réalité des cités. À partir du moment qu'un môme il est perdu, quelle que soit la raison. Alors le but pour pas qu'ils se perdent, c'est de les entourer, de les encadrer et de les tirer vers le haut. Il faut des gens qui ont de l'expérience sur le terrain et que les politiciens arrêtent leur blabla, qui donnent les moyens aux gens sur le terrain pour qu'on puisse tirer ces jeunes-là et qu'on puisse aider les associations et non nous montrer des associations à vitrine publicitaire à la télé qui veulent juste se montrer pour faire 2-3 fêtes et montrer des paillettes et qu'au final il n'y a rien du tout qui suit derrière et les associations elles doivent faire un travail de terrain et rien d'autre. Ça fait un bon moment que j'ai essayé de répéter ce message et de passer ce message. Faites attention à ces jeunes dans les cités parce que c'est des jeunes qui sont perdus. Ils sont complètement dans l'ignorance, ils ne savent pas leur vraie identité. Et si la France ne vient pas vers eux, ces jeunes, malheureusement, ils sont complètement perdus. Et c'est là qu'on trouve, je ne sais pas combien aujourd'hui, d'enfants qui sont partis en Syrie. Parce que c'est des enfants qui sont dans l'ignorance, ils ne savent pas leur identité, ils ne savent pas qui ils sont. L'état de nos cités explique donc en partie le chiffre élevé des jeunes djihadistes français sur le terrain. Alors, dans ce contexte, comment Latifa et le principal du collège Jean Lursa sont-ils parvenus à créer cette relation privilégiée avec des jeunes des cités de Sarcelles? L'histoire, ça remonte à 1 an et demi. Je dirais que c'est du hasard, c'est-à-dire que j'ai une classe théâtre au collège, donc les élèves étaient en 5e et ils étaient au Sénat en visite pour voir un film. Et Latifa Benziaten est venue faire un petit discours à la fin du film. Et très naturellement, un élève de 5e, Namori, qui est là, s'est levé spontanément. J'ai pris le micro, on ne la connaissait pas. Mais après, quand elle a raconté l'histoire, on l'a connue. Parce que c'était en lien avec Mohamed Merah, etc. Tout le monde connaissait son histoire. Donc après, on a été sensibilisés. Donc j'ai pris le micro, je l'ai invitée dans notre collège. Elle est venue et de là, il y a eu un projet. Comme nous, on habite dans des banlieues, des fois, il n'y a pas des gens qui interviennent pour parler avec des gens comme nous. On a fait appel à Madame Ziaten et elle est venue, elle a parlé. Et ils ont été sensibilisés, ils ont été touchés. Ils pensaient que tout était permis, qu'on pouvait faire tout. En fait, c'était un peu des délinquants, mais maintenant, on a compris. La ville de Toulouse a installé une stèle là où Imad est tombé. Kili, Naïra, Namori et Anis, accompagnés de Christophe Duatois, vont découvrir ce lieu pour la première fois. Marcel, l'ami d'Imad, les accompagne. Il connaît bien ce lieu. Nous, on a l'habitude d'y aller. Qu'on y aille en délégation ou en cognito, on a l'habitude d'y aller. Le trajet qui nous conduit à la stèle permet à Latifa de nous expliquer quel fut son choc lorsqu'elle découvrit ce que certains jeunes dans les cités pensaient de Mohamed Merah. Le jour que j'ai entendu que Merah c'est un martyr, je dis non, je ne dois pas arrêter là, je dois me lever. Parce que lui, il était toujours debout, il était toujours actif. Et je n'ai pas le droit de baisser les bras. Je dois me battre, qu'il n'y aura pas un autre Merah et qu'il n'y aura pas une autre mère qui souffre. Latifa nous raconte également ses rencontres de plus en plus fréquentes avec des jeunes tentés par le djihad. Moi, je parle avec des jeunes. Malheureusement, il y a des gens que j'ai convaincus qui ne sont pas partis. J'ai sauvé 4. Mais il y a des jeunes que j'ai parlé avec eux qui sont partis, malheureusement. Et quand on parle avec eux, ils voient tout négatif. Il n'y a pas de positif dans leur tête.
Et moi, j'ai côtoyé un jeune qui vient d'arriver. Il m'a dit, je suis partie, mais je ne savais pas pourquoi. Et je suis venue pour le GN. Je suis partie avec un coup de tête comme ça. Et je me suis trouvée là-bas et je dis, qu'est-ce que je fais ici? Et j'ai de la chance qu'il y ait quelqu'un qui est venu me récupérer, je suis rentrée. La caserne du train parachutiste de Toulouse organise une commémoration où Imad occupera une place particulière. Il est en effet la première victime de cette guerre qui a fait depuis 2012 plus de 100 victimes françaises sur le terrain au nom du djihad. Et en France, 18 morts, victimes d'attentats comme Charlie Hebdo et le Market Cacher. Et cela, d'après Wassim Nass, devrait durer encore longtemps. Ce qui est sûr et certain, c'est un phénomène qui va durer dans le temps. Que ce soit en Occident ou que ce soit en Orient. C'est parti pour durer. Donc il faut avoir une société résiliente et il faut essayer de comprendre ce qui s'y passe. On ne peut pas minimiser et dire ça ne nous concerne pas, ce n'est que des fous et des paumés, c'est très loin. En Syrie, ce n'est pas des Syriens, en Irak, ce n'est pas des Irakiens, ce n'est pas des Martiens que je sache. Voilà. Et ce n'est pas non plus des banlieusards de Paris et de Londres qui règnent sur un territoire aussi grand que la Grande-Bretagne, avec 8 millions de musulmans. Ce n'est pas des banlieusards fous et paumés qui mènent une guerre contre 62 pays. Donc il faut mesurer ce phénomène à sa juste valeur. Donc on a minimisé ce phénomène, on a minimisé l'impact de ce phénomène pendant des années. Aujourd'hui c'est bien réel, on en prend conscience parce que l'État islamique a pris Mossoul. Sauf que l'État islamique est aux portes de Bagdad depuis début 2014, ça on n'en parlait pas. Voilà, donc c'est une réalité, il faut l'appréhender, ça touche tout le monde. Et il faut essayer de comprendre et trouver les bons interlocuteurs, les bonnes personnes, et ne pas tomber dans les aléas des lois liberticides, dans les aléas des extrêmes. Il faut rester très mesuré et être conscient que ce phénomène va durer. L'imam Chalgoumi continue son inlassable tour de France. C'est cette fois dans un petit bourg d'Alsace qu'il se rend. On est à Strasbourg. Ouais. Aujourd'hui, voilà, le 7 décembre à dimanche. Quand même, c'est une journée sacrée pour les chrétiens et pour l'ensemble des religieux. Et c'est une conférence aussi de rapprochement. Il y a le rabbin, il y a un évêque aussi, qu'on parle de l'interreligieux, de rapprochement, et en même temps on parle un peu de dérive, malheureusement, d'une minorité des sectes qui ne respectent pas les religions en général. Cette rencontre interreligieuse est organisée par Sophie Rosenweg, journaliste de la chaîne Arte et militante pour la tolérance. Sophie Rosenweg fut elle-même victime de la violence faite aux femmes,
dans des pays arabes, violée en 2012 en Égypte, en pleine journée sur la place Tahrir, pendant qu'elle effectuait un reportage. Cette journée de dialogue sur le terrain est pour elle un premier moyen de faire reculer la peur de la différence et la montée de la violence religieuse. Il est essentiel de se parler en ce moment, vu ce qui se passe au Moyen-Orient, au Proche-Orient, mais ce qui se passe en France aussi. Il y a de plus en plus de barrières entre les gens. Et donc, le temps de la rencontre, c'est un moyen pour se parler, pour se rencontrer et pour voir qu'on est très proches finalement. Je pense qu'on peut éduquer les gens. Donc, c'est très important pour moi dans ces temps qui sont quand même délicats, pour pas dire plus, de partager les choses et de dire voilà, on a des choses à se dire, on a des choses à échanger et on a des choses à partager. C'est à Egversheim, petit village d'Alsace de 1450 habitants, que va se dérouler le débat auquel participe Hassen Chalgoumi. Et le choix de cette région pour créer un dialogue annuel sur la tolérance n'est pas un hasard. L'Alsace est une région un peu particulière en France. C'est une région qui a un vote Front National quand même conséquent. Et je crois que c'est notre travail à nous journalistes, mais aussi citoyens, de trouver des réponses à ça. Parce que je ne pense pas que ce soit des gens qui soient foncièrement d'extrême droite. Je pense qu'il y a des conséquences. Et s'ils rencontrent les gens et s'ils voient qu'on vit pareil, qu'on partage les mêmes valeurs et qu'on peut partager des valeurs essentielles, qui sont la démocratie, l'humanité, le respect de l'autre. Ici, c'est la première fois qu'ils vont voir un imam, très probablement la première fois qu'ils voient un grand rabbin. Et c'est très bien, parce qu'ils vont voir que c'est possible, que c'est des gens comme les autres, qui parlent, qu'ils ont un discours, qu'ils peuvent échanger avec. On n'est pas forcément pareil, mais on peut se parler normalement. Sophie Rosenweg a créé cet événement, le temps de la rencontre, il y a 3 ans, avec le pasteur d'Egversheim, Frédéric Setozzo. Ils ont notamment reçu des personnalités comme Marek Alter ou le moine tibétain Mathieu Ricard. Mais la présence aujourd'hui de l'imam Chalgoumi, accompagné du grand rabbin du Luxembourg, est un événement. Une grande partie de la population s'est déplacée, d'abord pour un déjeuner, puis une conférence consacrée cette année au djihad. L'ensemble étant animé par le pasteur Setozzo. Et nous représentons notre communauté, la communauté protestante écuménique et protestante et puis tout le reste de Egversheim. C'est le plus beau village d'Alsace. Et pour vous le prouver, nous allons partager du couscous. Ah, bravo, bravo, merci. Par tolérance. C'est monsieur le rabbin, voilà, de Luxembourg. C'est un moment de fraternité pour moi. J'étais très très chaleureux et heureux aussi de le connaître, de le voir. Et en même temps, on a parlé un peu de soucis de dérive des jeunes. Malheureusement, même à Luxembourg, il y a une cinquantaine de jeunes qui sont partis en Syrie. Peut-être on a commencé à parler les causes, comment on peut lutter contre ça et les dérives, voilà. Nous avons demandé à Sophie Rosenweg pourquoi cette nouvelle édition du Temps de la rencontre était cette année consacrée au thème du djihad. C'est une des régions les plus touchées par le départ des jeunes, à cause de la frontière avec l'Allemagne, ils peuvent partir assez facilement en Turquie. Donc c'est un thème extrêmement inquiétant. Voir nos jeunes partir, aller faire le djihad, ça fait peur. Et c'est surtout, on se demande pourquoi ils y vont. Sinon par désespérance et par ignorance. Donc ça, c'est important d'en parler. Il faut lutter contre. Il faut parler haut et fort des problèmes qui dérangent. C'est justement l'heure du dialogue entre la population d'Egversheim et l'imam Chalgoumi. C'est le pasteur Setozzo qui le présente. Nous sommes très heureux et nous vous disons un très grand merci à mon grand frère, mon frère, petit frère. Petit frère ou petit ou grand, c'est pas la même chose, vous êtes plus grand que moi de toute façon. Hassen Chalgoumi, qui fait un travail formidable sur le terrain. Nous l'écouterons tout à l'heure dans ce propos. Il nous dira ce qu'il fait, pourquoi il le fait. C'est mon éducation. Les parents m'ont éduqué comme ça. On n'était pas éduqués dans une secte.
Je suis d'origine tunisienne, je suis fier de la Tunisie actuelle et aussi l'école, grâce à l'école, l'éducation. Et deuxièmement, l'autre pour nous, ce n'est pas l'ennemi. Il peut avoir une autre culture et une autre religion. Je rappelle que le thème que nous travaillons cette année, c'est le sacrifice d'Isaac chez les Juifs, le sacrifice d'Ismaël chez les musulmans. Pourquoi est-ce que le sacrifice a eu lieu? Je ne sais rien, ils nous diront. Mais pourquoi on doit sacrifier des enfants? Je ne sais pas. Et au regard de notre actualité aujourd'hui, quand nos enfants vont faire le djihad, etc., sommes-nous dans une religion infanticide? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Cette question du sacrifice est effectivement au cœur de la problématique du djihad. On demande à ces jeunes djihadistes de faire la guerre et de donner leur vie en sacrifice. Mais l'imam Chalgoumi ne valide absolument pas le côté sacré de cette mission guerrière. Heureusement, quelqu'un qui tient une ceinture explosive et qui assassine des vies, ce n'est pas de sacrifice ça. Cette jeunesse naïve, ils voient une vidéo, regardez comment ils massacrent nos frères. Le mec il pleure. Qu'est-ce que je fais moi à Bondy ou à la Courneuve? Mes frères sont en train d'assassiner. Il ne sait pas. Il n'y a rien qui était prêt à l'intérieur, que la vengeance, que, pardonnez-moi, une société qui l'a rejeté. Dans ce cas-là, il préfère d'être à la maison, à l'âge de 16 ans, où une fille de 18 ans, elle peut abandonner les parents, abandonner tout pour aller à Halab et en Syrie. À 16 ans, il ne peut pas voyager seul, juste dans un pays où il n'y a pas de guerre. Imaginez, il va aller dans un pays où il sait très bien que ça... Là, le problème, il est où? Il est chez lui interne, et deuxièmement, malheureusement, c'est au rejet de la société qui l'a poussé d'aller à l'extrême. Mais de la désespérance au passage à l'acte, qu'est-ce qui explique ces départs français si nombreux pour le djihad? C'était Google, Internet, leurs cheikhs, leurs leaders, leurs savants, leurs muftis, qui Google depuis 14 ans, ils travaillent énormément, ils rentrent dedans, profond. Il y en a des sites Internet, ça fait des années qu'on dénonce, parce que nos enfants ce sont des victimes des sites Internet, victimes de haine. Internet est donc une des clés du développement du djihadisme à travers le monde, et les combattants français prennent largement leur part dans cette propagande. Sur Internet, il y a beaucoup de jeunes Français qui s'expriment. Et il y a des jeunes Français qui sont dans... Ça veut dire aussi, il y a une idée comme quoi les Français sont des seconds couteaux ou des sous-fifs. Pas du tout. Il y a des Français qui sont en première ligne au combat. Un des premiers Français à s'exprimer, je ne citerai pas de nom, mais à s'exprimer officiellement dans une d'État islamique, il est mort, arme à la main, dans une grande bataille à Raqqa, en Syrie. Il y a l'exemple des jeunes de Lunel, ils sont bien morts au combat. Alors face à la montée des djihadistes français, sur le terrain, quelle est la solution? Ceux qui sont candidats au djihad, ceux qui partent vers le djihad, c'est des Français de 2e à 3e génération. Ils sont en rébellion contre la société, entre autres. On ne peut pas traiter ce phénomène comme un phénomène de délinquance lambda. Ce n'est pas en construisant des terrains de basket qu'on va mettre un terme au djihad. Ce n'est pas en traitant les aspirants djihadistes comme des dealers de drogue et des délinquants qu'on va y arriver au bout. Ce n'est pas non plus en se concentrant sur cette tranche des djihadistes qui sont passés par la case prison qu'on va trouver les réponses à tous ceux qui veulent aller faire le djihad. Voilà, il faut essayer de comprendre et d'appréhender ce problème d'une manière réaliste et objective, sans émotion, et ça serait un premier pas. Quand on voit malheureusement des cités qui sont fermées et des cités qu'on a tout fait pour que les jeunes ne sortent pas en ville. Ils doivent rester entre eux, ils doivent grandir entre eux, ils doivent faire l'école entre eux. Et c'est là l'échec. On ne peut pas s'intégrer, on ne peut pas réussir. Et malheureusement, c'est là le problème le plus grave en France. Et la France, je pense qu'elle a fait une grande erreur de mettre tout le monde ensemble. Il faut aller dans les cités, il faut voir les logements qu'ils habitent, il faut voir comment ils sont dans le même appartement. Il y a certaines mères qui vivent seules, des parents qui sont en chômage. Comment vous voulez que ces jeunes ils peuvent avancer? Ils ne peuvent pas. Et on ne donne pas leur chance. Et on ne les écoute même pas. Si on peut les écouter, peut-être on donne quand même l'importance. Mais le pire, c'est qu'on met de côté. On ne donne même pas la chance, rien de les écouter. Et ça fait très mal. Latifa Benziatem et l'imam Chalgoumi redoutent, comme les observateurs de nos banlieues,
que les cités continuent d'être l'un des principaux creusets de futurs jeunes djihadistes. Alors nous avons voulu identifier plus précisément ce qui avait conduit ces banlieues à ce résultat. Et pour cela, nous nous sommes rendus à Clichy-sous-Bois. C'est ici, il y a 10 ans, dans ce transformateur électrique, que deux jeunes, Ziad et Bouna, poursuivis par les forces de l'ordre, se sont réfugiés pour finalement mourir électrocutés. Ces deux morts, dont la police fut tenue pour responsable par la population et ceux qui étaient présents sur le terrain, déclenchèrent plusieurs nuits d'émeutes, les pires en France, depuis 1968. Avant qu'il nous quitte malheureusement brutalement, nous avions rencontré Claude Dillin, le maire de Clichy-sous-Bois à cette époque. Il avait voulu nous apporter son diagnostic d'homme politique de terrain sur ces banlieues dites en danger. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la République française, c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. C'est le ciment de la République française. Et ce ciment-là est en train de se déliter complètement. Ça veut dire quoi d'ailleurs, liberté, égalité, fraternité? Ça veut dire que oui, il y a des différences sociales, culturelles, etc. Mais on fait tous partie de la même famille. Fraternité, ça veut dire on est frères. Donc voilà, on peut se disputer, dans les familles on se dispute, etc. Mais la limite, c'est qu'on est de la même famille. La famille des citoyens de la République française. Ça, c'est en train de partir. Comme ça, d'ailleurs. Ce n'est pas une volonté de qui que ce soit. Les choses sont en train de bouger. C'est-à-dire que ce n'est plus le ciment de la République qui a été remplacé par l'entre-soi. C'est-à-dire que ce qui domine maintenant, c'est je veux être avec des gens qui me ressemblent. Et je ne veux pas être à côté de gens qui ne me ressemblent pas. Je le dis, et je n'ai jamais été démenti, volontairement, on laisse tomber une partie de la population. Volontairement. Voilà, c'est-à-dire que, quitte à ce qu'il y ait des pauvres, des exclus, autant les mettre tous du même côté, comme ça, ils ne seront pas dans la même école que nos enfants, etc. Donc ça, ce n'est pas ma conception de la République, parce que le combat n'est pas fini, hein, il n'est pas fini. Le combat continue justement pour Latifa Benziatem sur le terrain. On la retrouve à Sarcelles, au collège Jean Lurçat. Elle répond à l'invitation des jeunes qui l'accompagnaient à Toulouse et qui veulent qu'elle rencontre d'autres élèves du collège. Latifa est heureuse de cette invitation. Le voyage de Toulouse a porté ses fruits. Pour elle, prolonger à l'école le travail et le dialogue entamés sur le terrain est une démarche indispensable. Aujourd'hui, je suis là au collège pour rencontrer ces élèves qui sont partis avec nous à Toulouse, de savoir qu'est-ce qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils ont aimé. Voilà, c'est un échange avec leurs autres camarades et c'est très important pour nous et pour les démarches de l'association pour la jeunesse et la paix. Ensuite, ce que nous allons faire en fait... Daniel Bérachategui, le principal du collège Jean Lurçat, explique à Latifa qu'il a voulu profiter de sa présence pour consacrer cette rencontre avec les jeunes au thème de la laïcité. Les collégiens vont lire la charte de la laïcité, publiée en 2013, pour mieux la comprendre et en mesurer l'importance au sein d'un établissement comme Jean Lurçat, où différentes origines et religions se côtoient en permanence. Le respect de la différence ici prend tout son sens. Et la classe. Bonjour. Asseyez-vous, j'en prie, asseyez-vous. Vous savez pourquoi est venue Madame Benziatem? En tant que marraine du collège Jean Lurçat. Ouais. Et elle vient nous parler, nous expliquer des choses pour que nous, on soit sensibilisés, des choses comme ça. Et voilà. La charte de la laïcité qui va être lue par les élèves a été publiée le 9 septembre 2013. Elle rappelle le principe fondamental de la République. L'État et la religion sont désormais séparés. L'État reste totalement impartial à l'égard des confessions religieuses. À l'école,
Cela veut dire que la religion ne doit pas être source de discrimination. La religion, elle est à soi. On ne doit pas l'imposer. Et la vie et les règles, on doit les respecter. Si on respecte la République et la laïcité, on vit normal. On vit normal. Mais malheureusement, il y a ces gens qui vivent ensemble, qu'on les a mis ensemble et qu'on ne donne pas la chance. Et ces gens-là, ils sont fragiles. Cette charte de la laïcité à l'école a été plutôt bien accueillie, même si les communautés religieuses ont du mal parfois à l'accepter. Il n'en reste pas moins qu'elle prend tout son sens face à l'extrémisme de certains jeunes et à leur désir de départ pour le djihad. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. La laïcité garantit la liberté de conscience à tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions dans le respect de celles d'autrui. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous. La République laïque organise les séparations des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. Des mots-clés. Donc si on doit résumer un petit peu, quels sont les mots qui reviennent le plus souvent qu'on a entendu? République, laïcité, j'ai pas entendu. Respect, l'État, liberté. La cité, c'est la vie, donc c'est le groupe, c'est le vivre ensemble. D'accord? À l'issue de cette séance de lecture et de ce rapide échange avec les jeunes collégiens, les élèves décident d'aller afficher la charte dans le hall de l'école. Mais en réalité, ils réservent une surprise à Latifa. Lors de l'entretien que nous avons réalisé avec Latifa pour préparer ce film, nous lui avons demandé quel serait le mot qui résumerait le mieux son action et son engagement auprès des jeunes. L'amour, c'est tout. Si on n'a pas d'amour, on n'a rien. Vous savez, quand on a de l'amour dans le cœur, on peut la partager. Si on ne l'a pas, on ne peut pas la donner à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui importe. Vous voyez, si je n'avais pas cet amour, je ne serais pas là aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Parce que j'aimais mes enfants, j'aimais mon entourage, j'aimais la vie. J'aimais la vie que je porte. Et aujourd'hui, je dois continuer d'aimer et je dois continuer à passer cet amour aux autres personnes pour qu'ils comprennent. Parce que l'amour, ce n'est pas donné à n'importe qui. Et quand on a un amour, on peut aimer. On n'est pas différents, vous et moi. On est tous pareils. Donc une petite surprise pour vous, Madame Ibn-Ziaten. Le collège vous remercie pour tout votre travail, toute votre action et cette petite plaque pour commémorer un petit peu et pour que ça reste dans l'histoire du collège, donc en tant que marraine du collège Jean Lursa. Donc merci beaucoup pour tout votre travail et puis espérons que... Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment très touchée de mettre le nom de l'association et le nom d'Ahmed. Et c'est un grand honneur pour moi et une grande fierté. Merci beaucoup. Et merci à ces jeunes et que j'espère qu'ils auront ces chartes. C'est très important pour vous. C'est l'avenir et tout est là. Et tout est marqué noir sur blanc. Il faut l'apprendre tous les jours. Et à chaque fois qu'on vous rentrez le matin, toujours vous mettez un coup d'œil sur ce tableau. C'est très important pour vous, pour l'avenir. Voilà. Et on peut construire des ponts ensemble. C'est ça qui est important, très important. Et vous, l'avenir de demain, l'avenir pour la France, c'est vous. Pensez-y.